Monique, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet d'une grande chanteuse française qui, hélas, maintenant nous a quittés, Françoise Hardy. Alors bien sûr, c'est d'accord, c'est avec plaisir, mais puisque Françoise Hardy était férue d'astrologie, eh bien on pourrait peut-être jeter un coup d'œil à son ciel de naissance pour voir ce qu'il nous dit de cette dame. Alors pour ceux qui ne la connaîtraient pas, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore des gens qui ne connaissent pas Françoise Hardy, mais sait-on jamais. Voilà un bref résumé. Donc c'est une chanteuse, compositrice et actrice française qui est née le 17 janvier 1944 à Paris et décédée le 30 juillet 2020 à Paris. C'est une figure emblématique de la chanson française, notamment dans les années 60, un peu dans les années 70, un peu moins ensuite, mais ensuite elle a surtout acquis le statut d'icône intouchable, je dirais, de la chanson française. Concernant sa carrière musicale, on nous dit qu'elle a commencé sa carrière en 1962, donc à 18 ans, avec son premier 33 tours. Alors pour les jeunes, un 33 tours, c'était un disque vinyle qui fonctionnait en le faisant tourner à 33 tours par minute. On différenciait les 33 tours qui étaient des albums regroupant plusieurs chansons des 45 tours qui, eux, ne comprenaient normalement qu'une seule chanson sur chaque face. Voilà. Elle a enregistré de nombreux albums et singles dont certains sont devenus des classiques de la chanson française. Je pense par exemple à Tous les garçons et les filles de mon âge, également peut-être à la chanson qui est la plus emblématique, Message personnel. Et puis il y en a eu d'autres ensuite, parfois dans des registres un peu plus légers, Tirez pas sur l'ambulance, VIP par exemple, des chansons comme ça. En 2013, elle a célébré le 40e anniversaire de son album Message personnel, je vous en parlais à l'instant, avec une nouvelle édition. Concernant sa vie personnelle, elle a eu une relation avec le chanteur Jacques Dutronc, avec qui elle a eu un fils, Thomas Dutronc, qui poursuit une belle carrière musicale également. On nous dit qu'elle a également été en couple avec le photographe Jean-Marie Perrier. On nous dit concernant sa santé qu'elle a lutté contre un cancer du système lymphatique pendant de nombreuses années, ce qui l'a éloignée de la musique. Malgré sa maladie, elle a continué à écrire et à partager ses réflexions, notamment dans un essai où elle revient sur sa vie et sa carrière. On nous dit qu'elle a également fait une apparition non créditée dans le film What's New Pussycat, réalisé par Clive Donner en 1965. Elle y joue le rôle de la secrétaire de mairie dans la scène finale. Alors on nous dit plusieurs ouvrages rétrospectifs et biographiques ont été écrits sur Françoise Hardy, notamment par Jean-Marc Thévenet, Bertrand Legendre et Jean-Marie Perrier. Ces ouvrages retracent sa carrière et son impact sur la musique française. On nous dit concernant son héritage qu'elle reste une icône de la chanson française, connue pour sa voix distinctive et ses paroles poétiques. Son influence continue d'être célébrée par de nombreux artistes et fans à travers le monde. Alors, si on regarde le ciel de naissance de Françoise Hardy, née donc le 17 janvier 1944 à 21h30 à Paris, qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit le soleil dans le signe du Capricorne, on y voit un ascendant dans le signe de la Vierge, deux signes de terre. Alors, ces deux signes-là sont connus pour être parfois d'un abord un peu froid, un peu rébarbatif, un peu austère, se fiant surtout aux faits, aux choses concrètes, pratiques, logiques. Ce sont des signes organisés, des signes, j'allais dire, à froid. Eh bien, c'est un peu ce qu'elle dégageait, aussi parfois une image de froideur, pas, si vous voulez, de quelqu'un de très exubérant.
Ça pourrait être dû déjà à ces deux aspects-là. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit une lune donc, qui représente sa sensibilité, comment on se sent en soi-même. En balance, donc une sensibilité, comment dirais-je, recherchant l'équilibre en toute chose, en soi-même. La lune en balance est également un bel aspect pour quelqu'un qui développe une carrière artistique, puisque la lune peut représenter le public, et ici il est associé à la balance, signe séducteur, signe artistique, donc c'est déjà un bon indice. En plus, cette lune en balance forme ici un sextile à Vénus. Vénus, la planète de la sensibilité à tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable à l'oreille, au toucher, au goût, etc. C'est la planète des sens et des sentiments aussi, mais c'est souvent la planète associée aux arts. Eh bien ici, elle est en bon aspect avec la Lune en balance. Donc, on peut déjà constater qu'il y avait des bonnes choses en faveur d'une carrière artistique. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre aussi? Alors, cette lune qui peut représenter également le foyer est bien aspectée. Alors, ça peut représenter le foyer ou le couple, par exemple, l'intimité. Est bien aspecté avec un trigone à Saturne. Alors, ça ne donne pas forcément une intimité très volcanique. Saturne étant une planète de froideur, de tout ce qui ralentit, voire qui stoppe. C'est pas une planète très joyeuse, mais en revanche, c'est une planète qui développe les choses dans la durée. Eh bien, on pourrait y voir sa relation avec Jacques Dutronc. Alors, on pourrait la voir sous cet angle-là, avec Vénus. On pourrait la voir également, on pourrait la voir sous cet angle-là, pardon, avec la Lune. Ici, la Lune reliée à Saturne, bien reliée à Saturne, donc en faveur de choses qui jouent sur la durée, sur le temps. Au point de vue intime. On a donc une relation ici avec Jacques Dutronc qui s'est bien développée au fil du temps, ou du moins qui a duré. On pourrait voir également leur relation en prenant Vénus, ici pour un caractère plus charnel. Et bien là, en revanche, Vénus est en opposition à Saturne. Ça pourrait laisser penser que du côté charnel, eh bien, c'est pas une relation qui a tenu jusqu'à la fin, de ce point de vue-là. Il semblerait que, alors bon, je dis ça sous toute réserve, si vous en savez plus, vous me direz, il semblerait que l'un ou l'autre n'ait pas toujours été très fidèle. Avec cet aspect-là, on n'a pas un couple qui dure de ce point de vue-là, du point de vue charnel, qui dure longtemps ou qui tient longtemps, on pourrait dire, au niveau fidélité. On n'a pas trop cet aspect-là. Alors, si on sort un peu de ces choses-là, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? On pourrait voir également, alors ça va aussi dans le sens d'une carrière d'artiste, que le soleil, qui est quand même dans un ciel de naissance l'astre le plus important, c'est l'astre qui donne l'étincelle de vie, qui marque la volonté, l'impulsion générale. Eh bien ici, le soleil, il est dans le secteur 5. Il est en Capricorne et dans la maison 5, qui est la maison habituellement des enfants, des divertissements, des arts, du spectacle. Eh bien, il est bien tombé ici. Il va tout à fait dans le sens de la carrière de Françoise Hardy. Et en plus, on voit que ce soleil est bien relié par un trigone ici à Neptune, la planète de l'inspiration. Avec Neptune, on ne sait pas d'où ça vient, on flotte un peu, on est un peu dans les nuages. Le rêve, la réalité, ça se mélange un peu, on capte des choses, on ne sait pas si ça vient des souvenirs, si ça vient du rêve, si ça vient de l'inconscient collectif, peu importe. Mais avec Neptune, les choses sont très floues et très inspirantes. Eh bien ici, cette planète Neptune est bien reliée au Soleil en secteur 5.
On a donc une belle inspiration au niveau artistique. On voit également que ce soleil, en maison 5, est bien relié par un trigone aussi à une conjonction Mars-Uranus, milieu du ciel. Alors le milieu du ciel, c'est la destinée. Ça peut être la destinée professionnelle, mais c'est la destinée de façon générale dans la vie. C'est le point vers lequel on va, en opposition au fond du ciel qui est le point d'où l'on vient, le point de départ. Ici, le milieu du ciel, c'est l'endroit vers lequel on va. Ce milieu du ciel est en Gémeaux. Alors, les Gémeaux peuvent aussi faire tout un tas de choses. C'est un signe associé au mouvement, à la communication, parfois aux arts aussi, pourquoi pas. Un signe qui a la bougeotte, qui peut signaler quelque chose en deux parties, puisque c'est un signe double. Alors ici, donc, ce milieu du ciel en Gémeaux est marqué par des planètes qui se trouvent ici. Mars, la planète, j'allais dire, du combat. Alors ça, on peut combattre pour arriver à quelque chose, ou on peut combattre contre quelque chose ou contre quelqu'un avec Mars. Mais là où se trouve Mars, il y a un effort de la part de la personne. La personne se donne de la peine pour arriver à quelque chose. C'est associé à Uranus, la planète à la fois de l'originalité et de l'individualité. Là où se trouve Uranus, on fait les choses à sa façon. On refuse le joug de quelqu'un d'autre, on refuse qu'on nous dise quoi faire et comment le faire, on fait les choses à sa façon. On prend les choses en main. Donc ici, la planète de l'action est associée à Uranus. On peut penser que c'est quelqu'un qui a vraiment pris son destin en main et qui, au point de vue artistique, au point de vue de sa carrière professionnelle, aura souvent décidé par elle-même. Contrairement à certains artistes qui se laissent complètement guider, prendre en main par des maisons de disques, des producteurs ou que sais-je, des impresarios. Eh bien là, non, on a vraiment l'idée de quelqu'un qui prend les choses en main par elle-même, qui fait les choses par elle-même, qui décide. Qu'est-ce qu'on a d'autre également dans ce secteur-là? On a Saturne. Alors Saturne ne marque pas forcément des choses faciles. C'est une planète qui confronte aux responsabilités. On est face à soi-même, on est obligé de prendre ses responsabilités et puis d'agir. Souvent, on doit être réaliste, on doit, là où se trouve Saturne, arrêter de rêver et puis voir les choses telles qu'elles sont, d'un côté froidement pratique. Alors le bon côté de Saturne, en revanche, lorsqu'il est en bon aspect avec d'autres planètes, c'est que sur la durée, en fait, les choses deviennent plus faciles, les choses réussissent sur la durée. C'est pas donné dès le départ, ça demande des efforts, mais avec le temps, on acquiert un certain statut, une élévation dans ce qu'on fait. Et bien là, c'est tout à fait le cas de cette chanteuse. Avec les années, petit à petit, son statut est passé du statut de simple chanteuse au statut d'icône de la chanson française, de quelqu'un qui reste dans l'histoire de la chanson française. On a bien une élévation de ce côté-là. Alors je vous disais à l'instant qu'avec la conjonction Mars-Uranus ici au milieu du ciel, c'est quelqu'un qui devait avoir un sacré caractère, en particulier pour ses affaires professionnelles, qui devait vouloir décider par elle-même, et cela d'autant plus que eh bien, cette conjonction donc est reliée au Soleil, la volonté, bien reliée au Soleil, et bien reliée également ici à Pluton. Pluton, c'est l'instinct de survie, l'instinct de domination, l'instinct de tout ce que vous voulez, les forces instinctives, les choses qui parfois nous dépassent nous-mêmes, qui viennent de notre inconscient, des forces qu'on a en nous et qui ne sont pas toujours conscientes. Et bien ici, ce pouvoir-là allait dans le sens de sa carrière professionnelle. Donc on n'est pas étonné qu'elle ait réussi. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre dans ce thème? Eh bien, on voit que la part de fortune ici, alors la part de fortune, c'est pas un astre, c'est un calcul à partir des positions d'autres points du ciel de naissance, on calcule la part de fortune. Et on regarde où elle se trouve. Eh bien, la part de fortune est chez elle en maison 4, près du fond du ciel, c'est-à-dire le foyer.
Ça peut nous dire que ce qui la rendait heureuse peut-être, ou ce qui l'épanouissait, ou ce qui allumait une lumière dans sa vie plus particulièrement, alors en plus de sa carrière, c'était peut-être ce qui se passait au foyer. Alors on sait que c'est quelqu'un qui a à sa façon, alors à la façon des signes de terre, c'est-à-dire pas forcément de façon très expressive, mais les sentiments étaient là quand même pour son fils Thomas. J'ai cru comprendre que sa relation avec Jacques Dutronc n'a pas toujours été aussi satisfaisante qu'elle l'aurait voulu, et que ben, du coup, la prunelle de ses yeux, c'était son fils Thomas. C'est un peu ce qu'on voit ici avec cette part de fortune en maison 4. Quoi d'autre On pourrait parler également ici de la lune noire. La lune noire qui est un potentiel de transgression, là où elle se trouve, eh bien, c'est comme si on était un sale gosse et qu'on s'amusait à tout gâcher, à tout transgresser, à faire ce qu'il ne faut pas. C'est ici dans le signe de la Vierge, c'est pas très loin de l'ascendant. Est-ce qu'on peut l'y associer? 4 degrés pour 12 degrés, on a moins de 10 degrés, oui, on pourrait presque l'associer à l'ascendant. On pourrait avoir quelqu'un donc qui aurait à un moment donné transgressé les valeurs de la Vierge. Alors les valeurs de la Vierge, c'est tout doit être bien ordonné, bien clair, bien net, bien rangé. On a le sens du devoir, on fait ce qu'il faut, on fait pas les choses qui ne se font pas. Voilà, on fait tout bien comme il faut. Ça c'est la Vierge sage. Alors on dit, puisque c'est un signe double, que parfois, lorsque son paysage est trop ordonné, chaque chose est à sa place. Vous savez, comme ces gens pour lesquels il faut vraiment que tel objet soit là et pas là, soit vraiment, c'est presque ça la Vierge. Eh bien, à un moment donné, en fait, ce signe étouffe. Et à un moment donné, ben, on explose et on fait l'inverse. En fait, on transgresse toutes les règles qu'on s'était imposées. Et ben, c'est un peu ce qu'on trouve avec cette lune noire ici proche de l'ascendant. Donc c'est peut-être quelqu'un qui ne perdait pas la tête, qui était très mental, avec un soleil en Capricorne, un ascendant en Vierge. C'est quelqu'un qui devait pouvoir maîtriser ses passions, pouvoir planifier sa vie, planifier sa carrière, prendre des décisions logiques, intelligentes, sensées, allant dans le sens de sa profession, mais qui à un moment peut-être lasse peut-être de cette vie trop, comment dire, trop nette, trop tirée au cordeau. Peut-être par moment a-t-elle, j'allais dire, eu des coups de folie, et puis tout envoyé voler pour faire des choses qu'elle n'aurait jamais fait en temps normal. Avant, bien sûr, que voilà, la crise passée, on en revienne petit à petit ensuite à un univers bien ordonné. C'est ce que suggère en tout cas cette lune noire en Vierge. Alors, je ne sais pas si ce fut le cas dans sa vie, vous me direz si vous en savez quelque chose à ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On voit ici une opposition entre Mars et Vénus. Alors ça, c'est vraiment une opposition qui nous parle des rapports humains, et en particulier des sentiments. Ça peut être des relations basées sur l'attirance aussi physique. Elle me plaît, il me plaît pas, vous voyez, ce genre de choses. Alors lorsque ces deux planètes, Mars est plutôt la planète de la fièvre, de l'emportement, de la conquête, de la virilité, et Vénus est plutôt une planète féminine, plutôt la planète de la séduction, vous voyez, mais les deux se répondent. Chacune travaille sur son mode, mais on a quand même un axe entre les deux. Eh bien ici, les deux planètes sont en opposition. Alors ça peut également nous montrer avec son cher et tendre Jacques Dutronc, sans doute des gens pour lesquels, comment vous dire, lorsqu'on a une opposition, on ne peut pas vivre sans, mais en même temps, c'est difficile de vivre avec. Parce que quand on vit avec, eh bien, il y en a un qui tire la couverture d'un côté et l'autre de l'autre.
C'est-à-dire que très vite, on retombe sur des choses que l'un reproche à l'autre, et puis l'autre va lui reprocher autre chose. On retombe dans les mêmes travers. Mais d'un autre côté, quand on n'est plus ensemble, on trouve un manque terrible. On se dit, bah non, c'est vraiment la personne avec laquelle il faut que je vive. Voilà, donc ça n'a pas dû être une relation de tout repos. Alors voilà, grosso modo, si on voulait faire le tour de ce ciel de naissance. Alors, ce qui frappe lorsqu'on regarde ce ciel au premier abord, c'est quand même ce triangle bleu, là, cet ensemble de trigones, qui peut avoir marqué quand même, malgré parfois certains ras-le-bol, certains petits coups de folie ou petits coups de tête avec cette lune noire en vierge, eh bien, avec ce triangle, cet ensemble de trigones, on peut penser que c'était quelqu'un qui, quand même, restait assez équilibré. C'est ce qu'on dit en général lorsqu'on a ces 3 trigones comme ça qui forment un triangle. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais, on ne peut jamais être entraîné dans un déséquilibre complet. Il y a toujours une partie qui arrive à rétablir l'équilibre. Voilà donc, grosso modo, ce qu'on pouvait dire sur une première approche de son ciel de naissance. Alors maintenant, si on essayait de comprendre son caractère par les cartes, ou d'essayer de voir ce que les cartes peuvent nous en dire, j'interroge pour cela les cartes des archétypes. Alors voilà des cartes assez inattendues concernant Françoise Hardy. Qu'est-ce qu'elle nous suggère au sujet de cette chanteuse? On a d'abord la carte du guérisseur, ou dans son cas de la guérisseuse. Alors c'est quelque chose qui m'a semblé comprendre lorsque j'ai lu son bouquin d'astrologie. C'est quelqu'un qui cherchait dans l'astrologie un moyen de comprendre les êtres humains, et donc peut-être de leur donner des clés pour aller mieux, pour se comprendre eux-mêmes, comprendre leur place dans l'univers, quels étaient leurs points forts, les points faibles, comment se développer dans un sens satisfaisant, etc. Donc une façon d'aider les gens et donc de les guérir. Alors j'ai aussi, il m'a semblé comprendre ça, à la fois dans sa relation à Jacques Dutronc et à la fois par rapport à son fils. Il m'a semblé qu'à demi-mot, c'était quelqu'un qui était souvent inquiète pour son fils, de savoir ce qu'il allait devenir, être sûr qu'il sera heureux dans la vie. Donc quelqu'un qui, sans vouloir l'étouffer, essayait quand même de faire ce qu'elle pouvait pour, j'allais dire, guérir. Pas sûr que Thomas ait été malade, mais on voit ce sens-là, le sens de quelqu'un qui aurait pu presque avoir une carrière dans le médical. C'est-à-dire être aux petits soins pour les autres et puis faire que tout aille bien. Alors, par rapport à son mari, je suis même pas sûr qu'ils étaient mariés, avec Jacques Dutronc, même chose. Apparemment, leur relation était très complexe et il semble que plusieurs fois, elle ait enduré des choses que peut-être des femmes moins amoureuses n'auraient pas endurées. Alors, je dis pas des mauvaises choses, c'était pas une femme battue, c'est pas ce que je veux dire, mais enfin parfois des silences ou des absences qui pour elle étaient assez dures à encaisser de la part de quelqu'un qui semblait assez peu loquace, ne pas se justifier, ne pas vouloir parler, vouloir être libre de faire ce qu'il voulait. Et apparemment, souvent, ça a été pesant pour elle. Et elle a donc cherché des moyens de lui rendre la vie plus facile, de faire qu'il se sente suffisamment à l'aise pour parler, etc. Alors, pas sûr que ça a été toujours couronné de succès. On a ensuite cette carte de l'esclave. Eh bien, je pense justement que ça souligne un thème qui devait être important pour cette dame, justement le fait de n'être l'esclave de personne. Alors je pense que ça a bien fonctionné d'un point de vue professionnel,
C'est un peu ce que suggère son ciel de naissance, quelqu'un avec un fort caractère, quelqu'un qui veut décider de tout elle-même, qui ne veut pas que les autres fassent les choses et décident des choses à sa place. Alors ça, je la comprends à 200%. En revanche, je suis pas sûr que du point de vue sentimental, ça ait fonctionné aussi bien. Dans sa relation justement à Monsieur Dutronc, je pense que d'une certaine façon, c'était pas la qualité de relation qui la satisfaisait elle dans le fond. Je pense qu'elle aurait voulu quelque chose de plus net, de plus stable, de plus engagé, peut-être avec quelqu'un de plus loquace. Mais ma foi, le cœur a ses raisons que les raisons ignorent. Parfois, même si on voit les défauts de la personne qu'on aime, on ne peut pas s'empêcher de l'aimer. Et on se dit, ça me plaît pas, il y a telle ou telle chose qui me plaît pas dans cette relation ou dans sa personnalité, mais dans l'ensemble, je préfère rester avec, parce que c'est comme ça que je suis heureux. Je pense que c'est un peu de ça que ça nous parle. Et donc d'un point de vue émotionnel, on pourrait dire, sentimental, je pense que là, en revanche, elle était... alors esclave, le mot est peut-être un peu fort, mais je pense que cette relation la maintenait, on pourrait dire liée à cet homme, l'a maintenue jusqu'à la fin liée à cet homme, plus ou moins, on pourrait dire. Alors ensuite, on a cette carte de l'arnaqueur, ou donc dans son cas de l'arnaqueuse. Alors qui nous dit quoi? Qui nous dit transcende les conventions, la rigidité et les comportements prévisibles. Alors c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure en regardant son thème astral, son ciel de naissance. On a un ascendant en Vierge qui fait penser à quelqu'un de très organisé, de très... qui a des principes très figés, très rigides, mais aussi avec la lune noire à cet endroit, quelqu'un qui peut-être par moment s'est dit j'en peux plus, j'étouffe, je me suis mis des tas de règles dans ma vie et puis finalement je suis pas heureuse, donc j'envoie tout voler, je vais faire tout ce que je me suis jamais autorisé à faire en me disant c'est pas bien, c'est pas respectueux, c'est pas sérieux, etc. Eh ben j'envoie tout voler juste pour voir et puis pour prendre un bol d'air. C'est un peu ce que je verrais avec cette carte de l'arnaqueur ou de l'arnaqueuse. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre à son sujet? Alors, je pense pas qu'elle ait été arnaqueuse dans sa carrière. Bien sûr, hein, c'est bien elle qui chantait, c'est bien elle qui a composé des chansons. En revanche, la carte de l'arnaqueur aussi peut nous parler d'un syndrome que souvent on retrouve chez les signes de terre, alors en particulier Capricorne et Vierge. Alors ça tombe bien puisque l'un est son signe solaire, l'autre son signe ascendant. C'est comment on appelle ça? Le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire des gens qui font quelque chose mais qui ont l'impression qu'ils ne sont pas du tout à la hauteur. Que la tâche est faite pour des gens qui sont plus compétents qu'eux et qu'eux ils sont pas suffisamment compétents et ils vivent dans l'angoisse en se disant pour l'instant j'ai réussi à m'en dépêtrer mais un jour je vais pas y arriver et ça va se voir, tout le monde va voir que je suis pas du tout à la hauteur. Et c'est un syndrome, une angoisse qu'on retrouve souvent chez ces deux signes, Vierge et Capricorne. Le côté je suis pas à la hauteur, c'est trop grand pour moi. Je m'y attaque parce que je veux pas me dérober devant l'effort, mais dans le fond, je me prépare à l'idée que je vais échouer, quoi. Je fais tout ce que je peux, mais je me prépare à l'idée que je vais échouer. Alors que c'est peut-être les deux signes auxquels on peut le plus faire confiance, qui sont peut-être le plus fiables dans leurs engagements, dans leur sérieux, dans leur méthode de travail. Mais allez leur expliquer. Là encore, lorsqu'on sent une crainte, lorsqu'on a une peur, une crainte, ma foi, ça se contrôle pas toujours. Alors, les cartes en faveur et en défaveur, elles nous disent quoi ? Commençons par la carte défavorable, la carte de l'âme mystique. Est-ce qu'on pourrait relier ça peut-être à son
sa passion pour l'astrologie, c'est-à-dire penser qu'il y a une organisation de l'univers et puis de l'être humain dans l'univers, et que tout ça est une belle mécanique qui peut s'apprendre, qu'on peut comprendre, qu'on peut interpréter, et qui pourrait tout expliquer, qui pourrait expliquer la marche du monde, qui pourrait expliquer la psychologie des gens, etc. Alors c'est une tentation très forte de se dire bon sang, mais ça y est, j'ai trouvé, c'est le Graal, c'est comme ça que fonctionne tout l'univers. Et c'est peut-être à un moment ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire que lorsqu'on a une passion et que cette passion semble tout expliquer autour de nous, eh bien on peut tomber presque dans le mysticisme. On est à fond dans son monde, dans sa croyance. Et c'est pas toujours très bon de s'isoler presque dans sa bulle. Il y a un moment, il faut revenir les pieds sur terre et puis en revenir à des choses pratiques. Donc c'est peut-être ce danger-là qui nous est signalé avec cette carte. Qu'est-ce qu'on a en carte favorable en revanche? On a la carte de l'explorateur ou de l'exploratrice qui nous dit en positif « a soif de sagesse et de vérité ». Peu importe où elle se trouve. Alors, on pourrait prendre le même exemple, l'exemple de l'astrologie, qui, comme je vous le disais, pour les gens qui sont férus d'astrologie, aide à comprendre le fonctionnement, presque les mécanismes, on pourrait dire, des personnes, et puis même des événements, on pourrait dire du monde, presque. C'est une façon de, comme le dit la carte, de trouver la sagesse et la vérité, de se dire... je me sens pas bien tant que je comprends pas comment fonctionnent les gens, pourquoi ceci, pourquoi cela, la marche du monde. Et bien avec ce genre de croyance, on peut croire aussi bien sûr en une religion ou autre chose, une philosophie de vie. Et bien parfois ça permet d'expliquer le monde autour de soi, ça permet de se sentir mieux. Et c'est comme ça parfois qu'on trouve la sagesse et puis une vérité ou une façon, une vérité possible des choses et des gens. Une dernière carte. La carte de l'athlète. Alors je pense pas que ça se réfère à son physique. On sait que c'est quelqu'un qui avait un physique assez mince, voire maigre, on pourrait dire assez frêle. Si on voulait être plus gentil, on dirait que c'est quelqu'un qui a toujours gardé une apparence très élégante. Pour cela, alors j'avais lu que, ma foi, plutôt vers la fin de sa vie, c'était quelqu'un qui faisait très attention à son alimentation, essayait de manger beaucoup de légumes frais, par exemple, sachant que c'est excellent pour la santé, pour la ligne aussi, pour la vitalité, et puis c'est plein de... Comment on pourrait dire ça? C'est plein de vitamines et de minéraux qui sont très bénéfiques pour la santé. Donc c'est peut-être ça aussi. Alors avec l'athlète, moi j'y verrais plutôt la mentalité d'athlète, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de s'imposer des conditions, que ce soit pour travailler par exemple, en se disant bon là il ne faut pas que je fasse la fête tel jour, tel jour, tel jour, mais plutôt que je travaille telle chose, tant d'heures par jour, etc. Quelqu'un capable de s'astreindre à une discipline pour atteindre un objectif. Alors je la crois tout à fait capable d'avoir fait ça. Je pense que c'était quelqu'un avec un caractère très déterminé qui pourrait correspondre à un caractère d'athlète, même si dans sa vie, elle n'a pas choisi une voie sportive. Ok, eh bien je pense qu'on a fait le tour à peu près du caractère de cette dame. Alors je ne sais pas si tout correspond. N'hésitez pas bien sûr à faire remarquer certaines choses qui pourraient être fausses ou mal interprétées par exemple. Ce ne sont que des cartes. J'essaye de rapprocher ce qu'elles peuvent suggérer de la personne et de ce qu'on en connaît, comment ça peut se transcrire dans la vie de la personne. Mais ma foi, si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à les communiquer. Ce tour d'horizon du ciel de naissance de Françoise Hardy et ce tirage de cartes à son sujet sont maintenant terminés. Merci de les avoir suivis.